Hi à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo un peu chill en ce samedi pas très beau, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo tranquille où on va parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement, qui est le serverless. Donc le serverless, c'est quoi? C'est en fait un principe où le client, donc par exemple moi en tant que développeur, ne se soucie pas de l'infrastructure gérée derrière. En fait, je peux me focaliser sur mon code, sur l'apport business de mon code, sans avoir à gérer toute l'infrastructure derrière, à la scaler, à vérifier qu'elle tourne bien, etc. Et dans ce principe, on va avoir les fonctions serverless. Donc cette fois sur Google Platform, la prochaine fois chez Amazon ou Azure. Mais aujourd'hui, chez Google, on va voir donc les Google Cloud Functions qui permettent d'exécuter du code serverless chez Google. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc nous voilà sur le dashboard de Google, donc le dashboard Google Cloud Functions. Donc pour accéder au Google Cloud Function, rien de plus simple, vous utilisez le menu en haut à gauche. Et sous l'intitulé Compute, vous avez Cloud Function, donc entre Kubernetes Engine et Cloud Run. Donc cliquez dessus et vous arrivez donc sur cette page où on va créer ensemble notre première fonction cloud. Donc vous cliquez sur Create Function et là on arrive donc sur l'interface de création d'une fonction Google Cloud. En premier lieu, on a le nom, donc on va mettre démo. La mémoire qui lui est allouée, donc il faut savoir que chaque fonction qui est déployée, chez Amazon c'est pareil, chez Azure je pense que c'est pareil aussi, vous pouvez lui allouer une mémoire maximale. Donc là pour l'exemple, on va mettre 128 mégabits, voilà, pas que je me trompe. En trigger, vous pouvez en fait indiquer de quelle façon est appelé votre Cloud Function. Donc on a du HTTP, donc classique, hein, via curl, ou on appelle HTTP standard. On a des triggers PubSub, donc ça c'est pas mal pour se plug sur des fils d'événements PubSub. On a Cloud Storage, donc même principe que chez Amazon, on peut se plugger sur des événements type S3, bon là c'est Cloud Storage quoi. Par exemple quand un fichier est uploadé, supprimé, modifié, etc. On a Firestore, alors ça je sais pas encore ce que c'est, je pense que, ah si, c'est la base Firestore de Google, donc une base de données aussi très utilisée avec Firebase, avec les applications Firebase, si je dis pas de conneries. On a donc Google Analytics for Firebase, ça je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être réagir à des événements Google Analytics, enfin comme ça l'indique, quoi, mais ok. Réagir à des éléments d'authentification Firebase, réagir à des éléments dans la base de données en temps réel de Firebase, et remote config, alors là ça je sais pas du tout ce que c'est par contre. Bon, nous pour l'exemple on va prendre HTTP, hein, voilà, on aura une URL HTTPS à appeler, tranquille. Donc en dessous, Authentication. Donc nous, dans notre exemple, on va la laisser publique, donc on va cocher cette case. Mais il est possible de faire en sorte que la fonction soit protégée par authentification. On verra peut-être ça une prochaine fois. Là, comme dit, c'est assez rapide, assez succinct. Au niveau du source code, donc vous pouvez soit utiliser l'éditeur inline, qui est un peu moins bien foutu que celui d'Amazon, hein. On verra quand je ferai une vidéo sur les lambda Amazon. Mais voilà, vous pouvez l'éditer ici. On peut upload un zip depuis Cloud Storage ou depuis un repo source. Donc nous, on va prendre l'éditeur en ligne, ce sera plus simple pour l'exemple. En plus, il y en a déjà une par défaut, donc c'est pas mal. Ensuite, runtime, donc là, vous pouvez choisir du Go, du Node.js ou du Python. Dans notre exemple, on va rester sur le Node.js 8. Ici, vous avez donc le code source et donc les packages que vous voulez inclure avec votre application Node.js, enfin votre fonction Node.js. On va laisser le truc par défaut. Et ici, c'est le nom de la fonction à exécuter, donc c'est le nom de l'export en fait. Si ici vous aviez mis lol, ici il faudrait mettre lol. Ensuite, on a les environnements, les variables d'environnement et les paramètres supplémentaires. Donc en option supplémentaire, on peut choisir la région dans laquelle est exécutée notre Cloud Function. Moi je prends de la Europe West 1, c'est une habitude. Ensuite timeout, 60 secondes par défaut. Je ne sais pas quel est le maximum. Chez Amazon, il me semble que c'est 15 minutes. Ensuite, maximum function instances, donc c'est le nombre maximum d'instances de la fonction qui peuvent tourner en parallèle, il me semble. Donc en fait, si par exemple vous avez un fort trafic qui a 100 appels à cette fonction, mais que vous avez défini un maximum function instances à 10, bah, il n'y aura que 10 fonctions qui pourront répondre à 10 appels en fait.
Par exemple, par contre, si vous mettez 0 ou vide, s'il y a 1000 appels, Google popera en fait 1000 instances de votre fonction pour répondre aux appels. Ensuite, vous avez le service account rattaché à votre fonction. Alors, par défaut, ils vous mettent le App Engine, enfin le service account and App Engine. Moi, je conseille bien évidemment d'utiliser un service account dédié pour votre fonction. Niveau networking, en fait, vous pouvez autoriser quel trafic peut appeler la fonction. Donc, soit tout le trafic, donc externe, interne, ou alors uniquement le trafic interne. Donc, ça, c'est pratique si votre fonction n'est utilisée que par des éléments au sein de votre VPC. En egress settings, en fait, par défaut, la fonction ne peut pas appeler des éléments internes au réseau VPC, uniquement des ressources externes, donc vers Internet, quoi. Et pour ça, en fait, ils ont rajouté un connecteur VPC qui vous permet, en fait, à votre fonction d'interagir avec des éléments internes à votre VPC. Et en dernier, on a donc les variables d'environnement. Là, hein, ça parle de soi-même. Donc, on a paramétré tout ce qu'il fallait pour notre fonction. On va cliquer sur Create. Donc, notre fonction est créée. Donc, vous voyez, il y a le récapitulatif, le nom, la région, comment elle est triggered, le runtime, la mémoire qui est allouée, le nom de la fonction qui est exécutée, le dernier déploiement, la dernière mise à jour. Et au niveau authentication, si elle est publique ou non, dans notre cas, elle est publique. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom de votre fonction pour arriver sur son dashboard. Ici, vous voyez donc les versions qui ont été déployées. Donc, au fur et à mesure que vous redéployez, ici, ça va s'ajouter. Donc, version 2, 3, 4, etc. Juste en dessous, donc, vous avez un récapitulatif de différents éléments. Le premier, c'est tout ce qui est metrics, invocation, temps d'exécution, usage mémoire, instance active, etc. En trigger, c'est donc le résumé du type et de l'URL du trigger. Donc ici, c'est du HTTP avec l'URL direct. En source, c'est la source de votre fonction. En permissions, donc c'est qui a accès à cette fonction. Et ici, ça vous permet de tester votre fonction. Donc juste en cliquant sur test, voilà. Vous pouvez passer évidemment un payload, etc. Et dans Général, dans l'onglet Général en dessous, on a encore tous les éléments de notre fonction. On peut la copier, on peut voir les logs de la fonction, la supprimer ou l'éditer. Donc voilà, changer la mémoire. Le trigger, on ne peut pas le changer. Il faut refaire une fonction. Redéfinir le code source, donc le mettre à jour, etc. Changer la fonction d'ingress, les variables d'environnement, etc. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Après, je conseille fortement, lorsque vous commencez à travailler avec des fonctions serverless, d'utiliser le framework serverless.com. C'est celui que j'utilise pour mes fonctions. C'est un framework en fait qui encapsule pas mal d'outils, que ce soit pour du debug, pour du déploiement, pour de la gestion, etc. De fonctions serverless, donc Azure, AWS, Google, etc. C'est vraiment sympa comme framework. Donc si vous partez sur les fonctions serverless, je vous conseille de jeter un œil. Ça va grandement vous faciliter la vie pour vos développements. Donc voilà, notre fonction est déployée comme on l'a vu avant. On a un très joli Hello World, donc bravo à vous, bravo à nous. Donc voilà, mission accomplie. On verra peut-être dans d'autres vidéos comment pousser un peu plus les fonctions serverless. Ici, c'est un exemple vraiment très simple. On verra également sûrement AWS, puisque c'est celui que j'utilise principalement pour tout ce qui est serverless. Et AWS offre vraiment énormément de possibilités. Donc, que ce soit pour créer des API, pour créer un ensemble de fonctions, carrément des applications avec uniquement des fonctions, etc. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao!